Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 6 juillet. Fermeture d'un camp de vacances où 22 adolescents handicapés mentaux se trouvaient. L'encadrement assuré par les éclaireurs de France a été jugé insuffisant par les services sanitaires. Les nationalistes corses réunis à Corté considèrent les accords de Matignon comme une première étape. Ils demandent l'amnistie à terme de ceux qu'ils appellent leurs prisonniers politiques. 55 ans après la tragédie d'Hiroshima, les Japonais honorent la mémoire des 200 000 victimes du feu nucléaire. Ils demandent un monde sans bombe atomique. Grande parade à Lorient cet après-midi pour lancer le festival interceltique qui s'ouvre cette année à l'international avec des Celtes venus des États-Unis et de Nouvelle-Zélande. Un camp de vacances pour jeunes handicapés organisé par les éclaireurs de France va devoir fermer. Cette association de scouts laïcs encadrait une vingtaine de jeunes de 10 à 16 ans handicapés à des degrés divers. La préfecture de Montauban a considéré que les conditions d'accueil et d'hygiène étaient très largement insuffisantes. Il n'y avait que 5 animateurs pour 22 enfants et adolescents qui vont devoir écourter leurs vacances. Reportage Jérôme Sesquin et Michel Cross. Le scoutisme français, une nouvelle fois sur la sellette. Les 22 adolescents des handicapés mentaux en vacances dans ce centre de Génébrières vont devoir plier bagages. La préfecture de Montauban a décidé vendredi l'arrêt du séjour géré par les éclaireurs de France à la suite d'un contrôle de la direction départementale de la jeunesse et des sports. Sous-effectif de l'encadrement, manque de formation, problème d'hygiène important, les raisons ont été nombreuses à motiver la décision. C'est une politique tout à fait appréciable de pouvoir sortir ces personnes handicapées de leur lieu d'accueil habituel pour leur proposer de nouvelles activités, mais ça doit se faire évidemment en toute sécurité et dans des règles d'organisation absolument parfaites. Visiblement, ce n'était pas le cas à Genévrières. C'est à la suite d'un accident à la piscine de Montauban mardi dernier que les autorités ont été alertées. Un des adolescents victime d'une crise d'épilepsie avait alors manqué de se noyer. Les éclaireurs de France admettent qu'il existe bien quelques lacunes dans leur organisation, mais ils trouvent la sanction particulièrement sévère. Il y a eu des carences au point de vue de l'encadrement, mais les participants n'étaient pas en danger. Il faut minimiser aussi les choses. La structure était adaptée, même si l'inspecteur jeunesse et sport a dit que non. Il y avait quand même un encadrement, on était présents autour d'eux. Reste maintenant à organiser le retour d'ici mardi midi. Il faut prévenir les familles et surtout trouver des solutions pour les enfants qui vivent en institution spécialisée. Un retour dans l'institution n'est pas possible dans la mesure où cette institution est fermée, ce qui veut dire que parfois certains enfants peuvent être amenés à retourner en hôpital psychiatrique. Donc nous pensons nous aussi au suivi des enfants en premier lieu, quoi. Les éclaireurs comptent sur leurs 40 structures dans toute la France pour accueillir ces jeunes, afin qu'ils ne soient pas les grands oubliés de l'été. En ces périodes de vacances où beaucoup d'autocars transportent des groupes d'enfants et de touristes sur les routes de France, une opération de contrôle était menée à la frontière franco-luxembourgeoise pour vérifier que les conditions de sécurité sont bien respectées. Aujourd'hui, de 6h à midi, au poste frontière, tous les autocars étaient systématiquement arrêtés avec pour certains des sanctions immédiates et sévères. Reportage Fanny Auvergne et Jean-Pierre Pasteur. C'est au petit jour que l'attention des chauffeurs de cars se relâche. Le risque d'accident est alors maximum. C'est le moment choisi par les autorités pour agir et contrôler les cars ayant roulé toute la nuit. La priorité, vérifier le temps de conduite et de repos des chauffeurs. La législation est formelle, interdiction de conduire plus de 9 heures par jour. Mais pour certains conducteurs, c'est déjà beaucoup. Après une heure, on peut être fatigué aussi déjà. Ça peut arriver au meilleur. Et normalement, entre 3h, 3h30, il y en a marre. Il faut faire un arrêt. Et la nuit, est-ce que c'est plus dangereux ou pas? Oh, mais bien sûr, c'est plus fatigant. Surtout entre minuit et 2h et le matin quand le jour se lève. Tous les bus qui veulent passer la frontière doivent subir un contrôle. Des dizaines de cars attendent le verdict. Pour ce chauffeur qui relie l'Espagne à la Hollande, interdiction de reprendre la route. Motif, la licence communautaire, c'est-à-dire la carte grise de son véhicule, est périmée depuis 1 mois. C'est la faute de mon entreprise, qui sait que ce papier est nécessaire. Le chauffeur doit vérifier, mais moi, j'ai pas eu le temps. Alors c'est vous qui allez payer l'amende? Non, je ne suis pas responsable et je ne paierai pas.
Pour repartir, l'amende est lourde, 15 000 francs à payer sur le champ. En attendant qu'un responsable de la compagnie vienne régler le problème, les passagers s'impatientent. Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que moi je vais rentrer chez moi et pas rester ici. J'aimerais bien finir mes vacances comme il faut et pas dans un bureau de douane, quoi. Hein. Mais les douanes vont plus loin. Tous les véhicules en infraction sont signalés à la justice de leur pays d'origine. Les transporteurs risquent alors un autre contrôle, beaucoup plus sévère. Aujourd'hui, sur 330 véhicules arrêtés, une vingtaine ne respectaient pas les principales règles de sécurité. En Corse, les nationalistes réunis aux Journées internationales de Corté ont longuement débattu du nouveau statut de l'île proposé par Matignon et qui a remporté un large soutien à l'Assemblée corse la semaine dernière. Ils ont à nouveau réclamé l'amnistie pour ceux qu'ils considèrent comme leurs prisonniers politiques. Sur plage, le reportage d'Olivier Théron et Guillaume Fautra. Si nous sommes forts, si nous sommes sur le terrain, si nous sommes compétents, si nous avons des positions à argumenter et si nous savons les défendre avec suffisamment d'énergie, alors, ça n'est pas à l'autonomie que nous allons, c'est à la souveraineté nationale. Jean-Guy Talamoni met l'indépendance en ligne de mire et le millier de militants nationalistes présents à Corté applaudit. La fête des nationalistes a pris cette année un relief particulier. Les préaccords de Matignon, la possibilité à terme d'amender les lois et d'en voter de spécifiques, ont donné aux nationalistes une assise politique sans précédent. Fédérés, unis par ce succès, les nationalistes mettent en avant leur cohésion face aux dissensions gouvernementales sur le dossier corse. C'est bien les Corses et tout particulièrement le mouvement national qui, par sa capacité à peser sur la situation politique, sur les discussions, à être présent, à négocier pied à pied dans chaque domaine, qu'il s'agisse de langue, qu'il s'agisse d'économie, qu'il s'agisse d'institutions, ce sont les Corses et les nationalistes qui vont faire que ce processus sera, nous l'espérons, un succès. L'avenir de la Corse passe par une révision constitutionnelle, un mécanisme difficile à mettre en place et qui ne rencontre pas l'unanimité au gouvernement. Mais pour les nationalistes, c'est devenu inéluctable. La France, État jacobin, a vécu sous cette forme-là en tout cas. Et je crois qu'aujourd'hui, on l'a vu après les accords de Matignon, il y a un fort appel de tous les côtés pour la reconnaissance des régions et des peuples qui constituent aujourd'hui la France et qui existent et qui veulent faire entendre leur voix au niveau de l'Europe. Dans l'Assemblée, quelques slogans ont fusé contre Jean-Pierre Chevènement. Mais on l'aura compris, les nationalistes corses ne veulent pas mettre en porte-à-faux Lionel Jospin et son gouvernement, un peu comme s'il s'agissait déjà d'un gouvernement étranger, un peu comme si les nationalistes se mettaient déjà à la diplomatie. Ceux que les nationalistes considèrent comme des prisonniers politiques, auteurs de crimes ou d'attentats, sont aujourd'hui un enjeu majeur entre les nationalistes et le gouvernement. Sur cette même antenne, il y a 8 jours, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, dont on connaît les réserves sur le futur statut de la Corse, s'était indigné de l'hommage rendu par Jean-Guy Talamoni à tous les militants clandestins, dont l'assassin présumé du préfet Erignac, Yvan Colonna, toujours en fuite. Explication et analyse, Jacques Cardoz. Dans ce journal nationaliste, une liste de 25 noms, tous considérés comme prisonniers politiques. Hier soir à la tribune, différents responsables nationalistes ont à nouveau réclamé leur amnistie et au préalable leur regroupement à la prison de Bastia. Une revendication ancienne que l'on justifie en s'appuyant sur tous les exemples étrangers où un processus d'autonomie est en cours. Comme ça se passe dans d'autres pays où il y a eu des problèmes politiques, des questions nationales posées, que ce soit en Irlande, que ce soit au Pays Basque, que ce soit en Calédonie, que ce soit en Palestine. Je crois que la question des prisonniers politiques arrive inéluctablement et je crois que c'est la cerise sur le gâteau, ça veut dire que le processus réussit. Mais la plupart de ceux qui sont considérés par certains Corses comme prisonniers politiques sont aussi auteurs de crimes. L'un d'entre eux a été condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'un policier du RAID. C'était en 1996. Un autre est actuellement écroué pour 2 des attentats les plus spectaculaires, ceux de l'URSSAF et du Centre des impôts d'Ajaccio. C'était en novembre dernier. Dans cette même liste figurent également les 6 membres du commando soupçonnés de l'assassinat du préfet Erignac. Arrêtés en mai 1999, ils sont actuellement en attente de jugement. Réclamer leur amnistie a été jugé choquant par l'association Claude Erignac ou le syndicat de police UNSA. Même François Santoni, leader historique du mouvement nationaliste, écrit dans son livre « Ce sont des hommes de main qui se prennent pour des idéologues. Ils essaient d'habiller leur action d'un discours politique, mais nous sommes convaincus qu'ils ont été manipulés. » Dès lors, qui peut prétendre au statut de prisonnier politique? Il s'agit d'une personne qui est poursuivie ou condamnée pour des agissements qui portent atteinte à un intérêt ou à une prérogative de nature politique.
Mais la notion de prisonnier politique ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un crime de sang et seul le procureur de la République peut l'attribuer. À Lingreville, dans la Manche, de nombreux éleveurs étaient venus apporter leur soutien à Jean-Benoît Rau, dont les 76 vaches ont été abattues aujourd'hui. Un animal contaminé par la maladie de la vache folle avait été détecté dans son troupeau et malgré ses protestations, il n'a pas pu éviter que l'ensemble des bêtes soit conduit à l'abattoir. Il était absent ce matin, préférant ne pas assister à la capture de ces animaux. Reportage Séverine Lebrun, Yann Moine, commentaire de Peggy Leroy. Le troupeau vit sa dernière matinée sans son éleveur. Jean-Benoît Rau est parti avec sa famille, loin du village. Parti pour ne pas voir ses 6 hommes des services vétérinaires emmener ses 76 bovins. Lentement, les vaches s'entassent dans 2 camions à destination de l'abattoir. Les autres fermiers regardent ce spectacle et protestent en silence. Cette scène leur est particulièrement pénible. On est attaché à ces animaux et c'est vrai que ça doit faire très mal. Jean-Benoît Roux se sera battu jusqu'à la dernière minute pour ne pas voir ses bêtes partir. Mais quand un cas de vache folle est détecté dans un troupeau, les services vétérinaires sont intraitables. L'obligation réglementaire actuelle est de procéder à l'élimination de l'ensemble du troupeau. Donc là, les animaux vont être chargés et conduits dans un centre d'équarrissage pour être euthanasiés. La Confédération paysanne propose qu'on abatte les bêtes du même âge et la descendance de la vache contaminée. Une solution rejetée, mais le combat n'a pas été inutile. Je crois qu'au moins dans ce combat, on a permis qu'il y ait un prélèvement et une analyse systématique des troncs de chaque animal. Et jusqu'à maintenant, ça n'avait pas eu lieu. Bon. Les tests sur les bêtes abattues de Jean-Benoît Rau lui donneront peut-être raison. Mais même si l'éleveur obtient gain de cause, rien ne pourra effacer le traumatisme de l'abattage. Aux États-Unis, le front des incendies ne progresse plus pour l'heure dans les 11 États de l'Ouest américain. Le nombre des foyers est passé de 70 à 62, ce qui reste considérable. 370 000 hectares sont aujourd'hui la proie des flammes qui se rapprochent de certaines zones d'habitation. 20 000 pompiers et 500 marines sont sur le terrain pour participer à la lutte contre le feu. Le président Clinton se rendra mardi matin dans l'Idaho, où se trouve le centre de contrôle et de coordination du dispositif anti-feu. Au Canada, une réserve indienne a été évacuée dans la province du Manitoba. À Hiroshima, ce matin, une foule de 50 000 personnes s'est rassemblée pour réclamer le désarmement nucléaire. Il y a 55 ans, le 6 août 1945, Hiroshima a été dévastée par la bombe nucléaire qui tua 140 000 personnes. Des milliers d'autres succombèrent aux effets des radiations. 3 jours après, une deuxième bombe était lâchée sur Nagasaki, provoquant la reddition du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hélène Vergne. Comme chaque année, le temps s'est arrêté 1 minute à Hiroshima. 1 minute pour se souvenir du premier bombardement atomique de l'histoire du monde. Et comme chaque année, les noms des nouvelles victimes décédées des séquelles de l'explosion sont venus s'ajouter à la liste des morts, plus de 217 000 à ce jour. J'ai perdu beaucoup de mes amis et de ma famille. Tous les ans, je viens ici leur raconter ce qui s'est passé dans l'année. Seul témoignage de l'histoire, le dôme situé au cœur de la ville. C'est l'unique bâtiment qui ait résisté à l'explosion. Le 6 août 1945, le bombardier américain Enola Gay larguait sa bombe. 80% des habitants devaient mourir sur le coup. Par milliers, d'autres devaient succomber à leurs brûlures et à des maladies. 3 jours plus tard, le bombardement de Nagasaki déboucha sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, les Japonais estiment que l'on n'a toujours pas tiré d'enseignement de la catastrophe d'Hiroshima. Malheureusement, notre vœu de voir l'arme nucléaire abolie à la fin de ce siècle ne s'est pas réalisé. Nous sommes déterminés à parvenir à ce but au XXIe siècle. Un demi-siècle après l'explosion, l'émotion du peuple japonais est toujours aussi vive. En son nom, Tokyo devrait prochainement soumettre aux Nations Unies un projet de résolution sur l'élimination des armes nucléaires. Ultime prière pour ne pas oublier.
Le négociateur philippin Robert Aventajado se dit toujours optimiste concernant la libération des otages à Jolo. C'est ce qu'il a déclaré à notre reporter Laurent Boussier. Des propos à considérer avec précaution puisque ce n'est pas la première fois qu'il tient ce genre de discours. Les otages occidentaux qui pour certains attendent de leur libération depuis plus de 100 jours connaissent des moments d'abattement, comme en témoignent ces images que nous avons reçues. Commentaire Anne Poncinet. Ces images ont été tournées le 1er août dans le camp où sont détenus les touristes kidnappés le 23 avril sur l'île de Sipadan en Malaisie. Elles sont parvenues à la chaîne de télévision allemande Sat.1, filmée par un caméraman indépendant. Les otages semblent vivre regroupés sous un abri de bâches et de bambous, où chacun ne dispose que de peu d'espace et apparemment d'aucune intimité. Parmi eux, les 3 Français, Sonia Wendling, Marie Moarbès et Stéphane Loisy. Seul Werner Wallert, un des 2 otages allemands, parle devant la caméra pour exprimer son immense lassitude. On peut s'imaginer qu'après 100 jours de captivité, la situation psychologique n'est pas au beau fixe. Pour nous tous ici, le seuil de tolérance à la souffrance a plutôt tendance à être de plus en plus bas. On pensait jusqu'à présent que la libération des otages occidentaux ne pourrait intervenir qu'après celle des 3 derniers Malaisiens toujours retenus. Selon le négociateur Roberto Aventajado, il n'en est rien. Nous n'avons pas à attendre la libération des Malaisiens pour obtenir celle des Européens. Je pense que tout ça se fait en parallèle. Si demain je parviens à un accord avec les représentants des gouvernements européens, alors nous pourrions avoir des libérations d'otages européens, tous les otages, dans les 2 semaines. Roberto Aventajado a confirmé que ses propos optimistes concernaient également nos confrères Roland Madura, Maryse Burgot et Jean-Jacques Le Garec. L'expérience de ces dernières semaines commande toutefois de rester prudent. Il est déjà arrivé que Roberto Aventajado espère des libérations rapides qui se font attendre, aujourd'hui encore. Et on est toujours sans nouvelles des 3 membres de la Croix-Rouge internationale, une Française, une Italienne et leur chauffeur, dont on a retrouvé la voiture vide sur une route entre la Géorgie et la Tchétchénie. Selon les autorités de Tbilissi, ils auraient pu être kidnappés. Explication Sébastien Héroux. Depuis 2 jours, les membres de la Croix-Rouge en Géorgie sont inquiets, sans nouvelles d'une de leur équipe. 2 femmes, dont une Française et leur chauffeur, sont portés disparus. Vendredi soir, à bord d'une voiture, ils inspectent une région où sont installés des réfugiés tchétchènes au nord-est de la capitale géorgienne. Depuis, tout contact radio avec eux est impossible. Hier, la police a retrouvé leur véhicule. À l'intérieur se trouvaient les papiers d'identité et les effets personnels des employés de la Croix-Rouge. Ce qui est clair, c'est que les 2 délégués, plus leur chauffeur, semblent être retenus pour une raison ou une autre, mais c'est très difficile de dire de quoi il s'agit. Il est clair que, oui, l'hypothèse d'un enlèvement ne peut pas être totalement exclue. Ces disparitions ont eu lieu dans une zone frontalière très instable entre la Tchétchénie et la Géorgie. La Russie a reproché plusieurs fois à la Géorgie d'être une base arrière pour les rebelles tchétchènes, ce que les autorités géorgiennes ont toujours démenti. Tous fans de Zidane. Dans le cœur des Français et des Françaises, le footballeur Zinedine Zidane occupe désormais la première place. L'abbé Pierre reste la 2e personnalité préférée, une place qu'il a longtemps occupée derrière le commandant Cousteau. C'est ce que révèle le sondage IFOP pour le journal du dimanche, publié aujourd'hui et que commente pour nous Laurent Hakim. En 12 ans de palmarès, l'abbé Pierre et le commandant Cousteau se sont souvent disputés la tête de cette course à la popularité. Jusqu'à ce que le bleu Zidane ne s'empare du maillot jaune. L'océanographe mort il y a 3 ans a du même coup disparu de ce top 50. Qui pouvait croire que les Français, après avoir célébré un homme à la tolérance controversée, lui préféreraient aujourd'hui un enfant d'immigrés fils des banlieues? Qui pouvait imaginer qu'au bienfaiteur des pauvres et des sans-logis, qu'au vieil homme de 88 ans, les Français allaient soudain préférer un champion du monde de foot au salaire mensuel 570 fois supérieur à celui d'un ouvrier? Et pourtant oui, Zidane, Zizou est bien le chouchou des Français. À 28 ans, il est devenu le symbole d'une génération qui ne cherche plus ses stars au cinéma, mais chez les mannequins et les sportifs. Les Français aiment d'abord Zidane, champion du monde avec les Bleus, lorsqu'il illumine le fronton de l'Arc de Triomphe. Ils aiment toujours Zidane dans la pub, aussi bien pour une supérette bon marché que pour une eau de toilette onéreuse.
Pour cette idole des jeunes et des moins jeunes, les politiques avaient imaginé relancer le débat sur le vote des immigrés et notamment de Smaïl, le père algérien de la star. Ingratitude des Français, dans le palmarès Zidane, les politiques font pâle figure. Jacques Chirac emmène un peloton largement distancé à la 22e place. Bernard Kouchner, Jack Lang et surtout Lionel Jospin se rapprochent de la voiture balai. Le top 50 ne compte aucun peintre, sculpteur ou écrivain. Décidément, il suffit d'être footballeur pour être dans le cœur des Français. On l'appelle le néo-rural, le citadin qui choisit de venir s'installer à la campagne. D'après les derniers recensements de l'INSEE, 300 000 personnes ont fait ce choix au cours des 9 dernières années. L'exode rural s'est aujourd'hui inversé, grâce notamment aux nouvelles technologies qui permettent de travailler à distance, quel que soit son lieu d'habitation. Portrait d'un Parisien installé dans un village du Vaucluse, Florence Griffon et Madi Diawara. Il a gardé le rythme de l'homme pressé. Pourtant, pas de métro à prendre, pas de bouchons à éviter. Cet ex-parisien marche vite, c'est à cela qu'on le reconnaît ici. Salut chef. Ça va? Antoine Julien s'est installé au village il y a 5 ans. Heureusement pour lui, il avait l'habitude d'y venir en vacances depuis tout petit. Sa grand-mère y avait laissé une maison vide. Pendant les 3-4 premières années, j'étais le parigot du coin. Maintenant, non plus. J'en entends plus trop parler. L'accueil n'est pas glacial, mais la maison, pas vraiment habitable, doit être restaurée. Antoine le célibataire devient père de famille, tout se précipite. Et puis tout manger? Je suis ici, comme je suis vraiment chez moi, quoi. Votre vie, elle est ici? Oui, oui, oui. Elle est ici et en même temps, bon, je peux pas renier non plus les origines parisiennes qui m'ont apporté peut-être pas mal de choses. Au niveau scolaire, etc., quoi. La vie de famille est un succès, reste la réussite professionnelle. L'informatique permet à Antoine de créer sa propre entreprise et de travailler aussi efficacement en Provence qu'à Paris. Fini la galère du début, le RMiste affiche maintenant un chiffre d'affaires de 400 000 francs par an. Du démarrage avec un RMI arrivé maintenant, avec un matériel important et un développement, une reconnaissance sur mon travail, je suis content que ça a avancé, quoi. Qui a dit que les villages se vidaient inexorablement? Après l'exode rural, la tendance s'est inversée et les campagnes ont retrouvé aujourd'hui la même population qu'en 1962. Antoine est loin d'être le seul à avoir choisi cette route. Sur la côte aquitaine, les immenses plages de sable fin recèlent bien des pièges. Accidents et morts par noyade sont encore trop fréquents. Alors la commune de Gréant et l'Hôpital, près de l'embouchure de la Gironde, a choisi de s'équiper. Scooters des mers et planches de surf, comme sur la célèbre plage de Malibu, l'Épine pour moins peut-être. Reportage David Bazier et Vincent Dubroca. Sauveteur CRS, matériel made in USA. Graillan et l'Hôpital, 700 habitants, a puisé dans ses deniers pour doter son poste de secours du dernier cri en matière de sauvetage. Via Internet, la petite commune est en relation directe avec les lifeguards américains, rendus célèbres par les séries télévisées. Eux, ils ont la possibilité de travailler à l'année, donc c'est sûr qu'ils ont aussi d'autres budgets, se développer un petit peu autrement. Nous, c'est vrai qu'on va travailler 4-5 mois maximum. Ce matin-là, on teste un matériel venu d'Australie. Duel pour sauver la vie entre l'un des meilleurs sauveteurs français et un paddleboard, une planche de sauvetage qui doit diminuer le temps d'intervention sur la victime. Le paddleboard l'emporte sur la méthode traditionnelle. Dans la réalité, ce laps de temps gagné est déterminant pour la victime qui s'épuise. On s'aperçoit qu'au départ, c'est les petites vagues qui passent un peu plus vite que moi. J'arrive à la récupérer un petit peu, mais après, dès qu'il n'y a plus de vagues, avec la glisse qu'il y a, c'est sûr que c'est beaucoup plus efficace qu'un nageur seul. Le surf n'est pas encore officiellement un moyen de sauvetage. Les motomarines, elles, venues des États-Unis, équipent seulement 10% des postes de secours d'Aquitaine. Mais de plus en plus, la sécurité de la plage fait partie de l'offre touristique des stations balnéaires. Quand on sait qu'après une plage est bien surveillée, sécurisée, qu'elle est très bien pour les enfants, pour les familles, ça va attirer de plus en plus de touristes. Cet été, la tranquillité de l'océan assure la sécurité. Les mauvaises années, 2000 personnes sont sauvées sur le littoral atlantique et 200 meurent noyées sur les côtes françaises.
Des journées entières dans les arbres, c'est ce que propose un parc de loisirs pas comme les autres dans les Alpes-Maritimes. À La Colmiane, dans le haut pays niçois, la forêt est envahie par des promeneurs qui peuvent circuler d'arbre en arbre grâce à des câbles et des filins. Reportage Nathalie Jourdan et Frédéric Cerulli. L'appel de la forêt. Ici, on se balade de câble en câble, d'arbre en arbre. On joue à Tarzan, version chaussée et harnachée. On se sent tellement en sécurité qu'on peut y aller tranquille, quoi. Lâchez-vous, mais posez-vous dans votre baudrier. Tyrolienne, passerelle ou balançoire, chaque atelier est une découverte. Ouais, vas-y. Alors? Impressionnant quand même, hein. Ça bouge, il faut bien avoir l'équilibre et il faut pas avoir peur d'attraper la deuxième, quoi. C'est un peu des sensations d'extrême, voilà, puis c'est en contact avec la nature. Ça, c'est chouette. Entourés de mélèzes, les aventuriers découvrent vite que pour bien progresser, il faut avoir les idées claires. Eh bien, vous savez, avec des berges progressifs, c'est pas évident parce que tout est flou. Ici, une constatation s'impose. Sur un arbre perché, les hommes sont encore moins égaux. Certains enjambent allègrement les obstacles. Chez d'autres, le pas se fait plus hésitant. T'arrives pas? T'es bloqué? Je suis bloqué. Comment on va faire? Je sais pas. Lorsque ça coince vraiment, il y a toujours une solution. Et tant pis si le retour sur Terre est moins glorieux. Dans le parcours le plus ardu, les équilibristes évoluent à 15 mètres de haut. Alors les guides sont là pour récupérer les acrobates égarés. C'est un peu comme les pistes de ski, hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais skié, on va pas l'envoyer sur un parcours rouge. Donc il faut des personnes un peu au niveau physique assez fortes et assez dégourdies. Un itinéraire découverte de la faune et de la flore sera bientôt intégré au parcours aventure. Puisque Tarzan aime nature, Tarzan apprendra à la connaître. Et Jane aussi, évidemment. Petite forme pour les champions de France d'athlétisme à un mois des Jeux de Sydney lors des championnats de France à Nice. Seulement 3 minima olympiques ont été réalisés, ce qui va provoquer quelques difficultés pour établir la liste des athlètes sélectionnés pour les JO. Explication Christelle Bertrand. Vers Sydney, tête baissée. Même si Christine Aron remporte son premier titre de championne de France sur 100 mètres, la sprinteuse française ne réalise pas une performance digne des Jeux. Il lui reste encore un petit peu plus d'un mois pour peaufiner son entraînement. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, hein. Parce que sur une course comme ça, bon, c'est vrai que les courses qu'elle fait d'habitude sont beaucoup plus difficiles, donc je devrais être un peu plus devant, enfin devancer un peu plus les autres pour être sûr de ma valeur, mais enfin là c'est pas encore super. Pas super, voilà les mots présents sur beaucoup de lèvres à Nice. Ces championnats de France sont la dernière chance pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Et pour aller à Sydney, il faut soit réaliser un minima, soit être choisi par la fédération. En ce moment, rares sont les athlètes en forme. La fédération va donc devoir trancher. Pour le moment, on est à 58 athlètes qualifiés ou qualifiables. Et puis j'espère demain, avec la Commission nationale du sport de haut niveau, obtenir quelques places supplémentaires de certains athlètes qui seraient pas très loin des minima ou certains qui auraient fait les minima, mais pas sur les compétitions qu'on avait demandées. Jean Galfione, qualifié d'office, a raté son concours. Il ne franchit pas 5,45 m à la perche. Déception et absence aussi à ces championnats de France. Sans Pérec ni Stéphane Diagana. Sur 400 mètres haies, il a connu le titre mondial. Aujourd'hui, il revient de blessure et de loin aussi. Il y a encore une semaine, j'étais un petit peu inquiet parce que ça ne semblait pas rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, ça semble un petit peu mieux depuis 2-3 jours. J'ai pu refaire des séances assez intéressantes, notamment hier matin. Les Jeux Olympiques démarrent dans 5 semaines. À l'image de Cheikh Touré à la longueur, la plupart des qualifiés se connaissent. Maintenant, il ne leur reste plus qu'à se faire remarquer. Josiane Balasco et Jacques Villeray devant la caméra de Jean Becker. Le tournage a lieu en ce moment près de Lyon, à Savigny, pour le film Un crime au paradis. Jean Becker s'est manifestement régalé pendant le tournage. Marie-Jo Jouan et Thierry Breton aussi. Après avoir été une baronne huppée, plutôt sexy dans Le Libertin, la revoilà en Lulu, poivrotte irascible, dans un look que Josiane Balasco s'est elle-même composé. Tu sais, Sorette, j'aime bien venir te voir quand il y a du soleil. Parce que moi aussi, aujourd'hui, je suis heureuse. Trop petit vase par rapport au gros bouquet. Désolée.
Perfectionniste, professionnelle jusqu'à demander de rejouer une scène, Josiane Balasco est une nouvelle venue dans l'univers de Jean Becker, qui s'attaque ici au remake de La Poison de Sacha Guitry. L'histoire d'une mégère tellement insupportable que son mari va la tuer et se faire acquitter. Au départ, un rôle féminin minime que Becker a développé spécialement pour Josiane. J'ai crevé ses pneus. T'aurais vu sa tronche. Et son abruti de copain Jackie qui est venu le réparer. Après Les Enfants du Marais, Jean Becker a choisi de revenir tourner dans sa région de prédilection, près de Lyon, dans le petit village de Savigny. Mobilisation générale. C'est le dernier jour de tournage pour Josiane. Jacques Villeray vient d'arriver. Il va jouer avec elle une dernière scène. Il est Jojo, son partenaire. C'est pour lui que Jean Becker a décidé de monter ce film et de réadapter le rôle de Michel Simon. Ah oui, c'est un private joke. Moi, je suis au spectacle avec eux, moi. Je les regarde, ils me réjouissent. Chaque fois que j'ai lu ou une scène de Japrizo où j'ai repris quelques petits trucs et tout, j'imagine quand ils vont les jouer. Et quand je les vois vraiment jouer, je suis toujours encore plus surpris. Je me dis, merde, ils arrivent à faire, c'est formidable. Dans ce monde de petites gens, cher à Becker, Josiane joue les méchantes. On nettoie les cabinets avec l'eau minérale chez nous. Y a de mal à ça? Poisson d'avril. J'en fais des gens plutôt sympathiques, plutôt victimes, ou, enfin disons plutôt oui, sympathiques, des bon air, gentils. Et j'avais vraiment envie de faire un rôle de méchant parce que je trouve que c'est assez jouissif de faire les méchants. Ce jour-là, ils ne feront que se croiser. Suzanne Flon interprète l'ancienne maîtresse d'école de Jojo. Balasco et Villeray se connaissent eux depuis Papy fait de la résistance. J'ai beaucoup amusé. Nous, des acteurs qui très distanciés, vous savez. La haine, c'est que sur le plateau, c'est que dans le jeu. Des acteurs distanciés, dont Jean Becker est le premier bon public. Passe-moi le Celte, c'était le mot d'ordre cet après-midi à Lorient avec la grande parade interceltique qui a défilé dans la ville pour sa 30e édition. Le festival s'est ouvert à l'international. Reportage Jacques Deveau et Larbi Benchia. La grande parade, c'est le moment phare du festival. Plus de 30 000 personnes ont suivi le défilé des groupes dans les rues de Lorient. Spectacle haut en couleur qui cette année pour la première fois était gratuit. Durant plus de 2 heures, bagades, pipe band ont célébré le monde celtique. Des gens de 80 ans ou des gens de 18 ans se trouvent tout à fait à l'aise, se côtoient, se respectent les uns les autres et sont complètement ouverts à des formes d'expression qui tirent leurs racines dans le même substrat, mais qui ont pris des formes complètement différentes. Loin de vouloir perpétuer une tradition poussiéreuse et folklorique, le festival est la vitrine de l'évolution musicale de la Bretagne. Même les bagades n'échappent pas à la règle. Ainsi, lors du concours annuel, chacun fait assaut d'originalité, sans peur de paraître iconoclaste aux yeux du jury. C'est quand même un concours d'évolution de la musique, permanente. C'est pas une musique traditionnelle, c'est une musique en évolution permanente. Voilà 38 ans que le groupe existe. Les Irlandais de Chieftains sont en quelque sorte les gardiens du temple de la musique celtique. Oscar, Grammy Awards, ils ont tout récolté. Ils sont venus à Lorient pour la première fois en 1972 et ils y reviennent à chaque fois avec le même plaisir. C'est l'ambiance conviviale qui nous plaît. C'est sérieux, mais pas trop. Vous venez pour vous amuser, pas pour travailler. Alors, on a envie d'être ici, de rencontrer d'autres artistes et de jouer pour tous ces gens qui viennent nous écouter. La convivialité, c'est sûrement le mot-clé du Festival interceltique de Lorient. Ce qui fait venir les groupes et qui a permis à Lorient de devenir le premier festival de musique de France. L'an dernier, 450 000 personnes sont passées au festival. À Marciac, dans le Gers, le jazz est dans le pré jusqu'au 15 août. Au fil des années, ce festival Jazz in Marciac est devenu le plus important d'Europe. 150 000 passionnés sont attendus et beaucoup d'habitués, de Nina Simone à Kenny Barron en passant par Didi Bridgewater. Cette année, un hommage particulier sera rendu à Louis Armstrong par Wynton Marsalis. Reportage Frédéric Bonnet et Blaise Grenier. Attention, le maestro prend la parole.
C'est lui, c'est le nouveau maître de la trompette. Wynton Marsalis, 39 ans à peine, est déjà statufié, ici, à Marciac, une bourgade perdue dans le Gers qui devient chaque année, jusqu'au 15 août, la capitale européenne du jazz. Ici depuis 23 ans, et à tous les âges, on vient pour écouter, mais on vient surtout pour improviser. Le jazz, c'est avant tout une question de feeling. Pour le maestro, tout le monde possède la capacité de jouer. Si vous arrivez à jouer avec ce genre d'intensité et avec tout votre feeling, alors ça rend les gens autour de vous heureux de vivre, comme je l'ai ressenti lorsque vous avez joué sur la place. Wynton Marsalis quitte chaque année sa Nouvelle-Orléans natale pour le festival de Marciac. Cette fois, il a rendu un hommage particulier à Louis Armstrong, son maître, qui aurait un siècle cette année. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Fermeture d'un camp de vacances où 22 adolescents handicapés mentaux se trouvaient. L'encadrement assuré par les éclaireurs de France a été jugé insuffisant par les services sociaux. Les nationalistes corses réunis à Corté jugent les accords de Matignon comme une première étape. Ils demandent l'amnistie à terme de ceux qu'ils considèrent comme leurs prisonniers politiques. Dans un instant, la météo avec Nathalie Riouet, 20h50, votre film dimanche soir en toute innocence avec Nathalie Baye et Michel Serrault. 23h30, Alexandre Cara pour le dernier journal. Demain, les 4 vérités, Gérard Morin reçoit Patrick Veil, sociologue. 13h, Laurence Ostolazza et Antoine Cormery. À 20h, vous aurez le plaisir de retrouver Benoît Duquesne. Excellente soirée sur France 2, au revoir.